Madame Hafida pour sa générosité d'avoir accepté le fait d'animer cet atelier. Mes remerciements aussi vont à différents participants et participantes à cet atelier-là, que j'espère qu'il atteint ses objectifs dédiés, en sachant qu'on est dans un stade de préparation au concours d'inspection. Alors, comme vous le savez, parmi les différents composants du cadre référentiel de ce concours, il y a l'enseignement-apprentissage de la langue française à l'école primaire, évidemment. Et à travers le cadre référentiel, on peut décomposer le syllabus de ce cadre référentiel en deux grands volets. Le premier volet, c'est le côté théorique, les orientations pédagogiques, les fondements, les orientations, l'organisation des apprentissages. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui a relation avec la didactique des différentes composantes de la langue française. Et du coup, je vais entamer ma présentation par le fait de donner un coup d'œil, de jeter un coup d'œil sur le cadre théorique de l'enseignement-apprentissage de la langue française à l'école primaire. Alors, si vous le permettez, Madame Hafida, essayez d'accélérer un petit peu les diapos pour qu'on puisse développer notre sujet. Oui. Alors, les slides. Alors, en ce qui concerne la présentation, l'accueil, ça va nous prendre du temps, en sachant qu'on a un grand nombre de participants. Alors, on va accélérer la chose. On passe à la quatrième slide. Oui. Alors, le premier temps de cet exposé va attaquer le cadre théorique, à savoir les principes de l'enseignement-apprentissage de la langue française en tant que langue étrangère, et aussi l'organisation des apprentissages ainsi que les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement-apprentissage de la langue française. Dans un deuxième temps, l'autre diapo, s'il vous plaît. Dans un deuxième temps, on va essayer de parler un petit peu de la didactique des différentes composantes, comme je l'avais dit, de la langue française. Bon, on va commencer par les fondements de l'enseignement-apprentissage de la langue française. Veuillez accélérer, Madame Hafida. Slide. Alors, l'enseignement-apprentissage du français, langue étrangère, obéit aux fondements suivants. Alors, on parle ici des fondements qui encadrent et qui essaient d'encadrer l'enseignement-apprentissage de la langue française. Nous avons un cadre porteur de valeurs, à savoir que dans un principe de complémentarité avec les autres disciplines qu'on trouve à l'école primaire ou bien secondaire, on a le fait faire acquérir et consolider les valeurs essentielles à la formation du citoyen fier de son identité et de son patrimoine
conscient de son histoire, socialement intégré et actif, à savoir qu'il doit acquérir des valeurs qui se fondent sur l'attachement aux principes de la foi islamique, l'attachement aussi aux valeurs sociales et culturelles de la société marocaine et l'ouverture sur les cultures, les valeurs et les droits humains universels. Alors ça, c'est le cadre porteur de valeurs auquel il obéit l'enseignement-apprentissage de la langue française. Nous avons le deuxième principe, c'est l'apprentissage fonctionnel axé sur le développement de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignement du français doit permettre de répondre aux besoins éducatifs des apprenants, à savoir le développement de leurs compétences, leur éducation aux valeurs et leur éducation au choix. Aussi, servir d'outils de développement cognitif et méthodologique pour renforcer l'apprentissage des autres disciplines. Ici, on parle de la langue française qui sera utilisée comme un outil d'enseignement et d'apprentissage d'autres disciplines. Et on parle ici, dans ce contexte, on parle de l'alternance linguistique dans les matières scientifiques, les mathématiques et les sciences de vie et du terre. Alors là, l'enseignement ou bien la langue française devient un outil de développement cognitif et méthodologique, en sachant que il y a au primaire, il y a des disciplines qu'on enseigne en langue française et en langue arabe. Et ici, on doit se focaliser sur le fait que ça enrichit la langue, ça permet aux élèves, aux apprenants de se perfectionner en la matière et d'utiliser la langue en tant que moyen de communication, en tant que langue d'enseignement. Ici, on a la langue, ou bien le statut de la langue française à l'école primaire. On parle du français comme étant une langue enseignée et aussi une langue d'enseignement. Le troisième fondement, bien principe qui encadre l'enseignement et l'apprentissage de la langue française, c'est qu'on a une approche fondée sur l'action, à savoir que l'apprenant doit accomplir des tâches et effectuer des tâches communicatives et mener des projets et utiliser la langue comme étant un outil fonctionnel dans sa vie, que ce soit dans la classe ou bien ailleurs. Alors, c'est une approche fondée sur l'action. L'apprenant doit se servir de cet outil pour réaliser des tâches, pour être acteur de ses apprentissages. Le quatrième fondement, c'est une action centrée sur l'apprenant. Savoir que tout ce qu'on enseigne à l'école primaire doit favoriser la construction des apprentissages au travers de l'observation, de la réflexion, de l'analyse et de la synthèse. Ainsi, l'apprenant sera acteur de ses projets d'apprentissage. Et ici, on parle du niveau réel de l'apprenant. Ça veut dire que cet enseignement français doit prendre en compte le niveau réel de l'enseignant, de l'apprenant et ses besoins, considérer l'erreur comme un point facteur et positif et qui essaye de pousser l'apprenant à être acteur dans son apprentissage et se débarrasser de ce statut négatif qui est à l'erreur pour qu'il puisse accélérer et développer ses apprentissages. Aussi, diversifier les techniques d'animation et les formes de travail
tout en prenant les caractéristiques de cet apprenant, la pédagogie différenciée, etc. Et aussi se servir de situations de communication significatives pour donner du sens aux apprentissages. Tout cela met l'apprenant dans, euh, dans le centre de l'action, le centre de des situations d'apprentissage, d'enseignement, d'apprentissage. Le cinquième fondement, c'est l'apprentissage collaboratif et interactif et solidaire. Par ici, de l'apprentissage du français se fonde sur une action visant à savoir agir communicationnel et social dans un contexte scolaire et qui puisse donner aux apprenants les occasions d'être acteurs de leur apprentissage tout en collaborant et en se focalisant sur des projets à réaliser. Le sixième fondement, c'est procéder à une approche ouverte à la différenciation pédagogique et qui met aussi les apprenants au centre de l'action. Le sixième ou bien le septième approche insérant les pistes et les activités intégrées en renforçant les apprentissages, les différents apprentissages et en les rendant fonctionnels et motivants. L'enseignement du français doit inclure les technologies de l'information et de la communication et les activités intégrées à la discipline. Alors, ce sont les différents fondements dans l'enseignement-apprentissage du français comme étant une langue étrangère OBI. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu de l'organisation des apprentissages. Alors, on passe, Madame Hafida. L'enseignement-apprentissage du français obéit à 5 choix majeurs. Comme vous le voyez, la planification à partir du profil d'entrée et les profils de sortie de l'apprenant. Ça veut dire qu'on prend en considération les apprenants qu'on a dans la classe et on essaie de planifier les différentes programmations de cette année, de ce niveau-là, à partir du profil d'entrée. Et aussi, en parlant des profils de sortie, à savoir doter aux apprenants les compétences nécessaires pour qu'ils puissent continuer leur vie scolaire, leurs études. Le deuxième choix majeur, c'est la formulation de la compétence annuelle et des sous-compétences qui lui correspondent. Savoir que, comme vous le savez maintenant, on a une architecture un petit peu claire de ce qu'on peut faire et développer chez nos apprenants. On a des compétences annuelles. Chaque niveau a sa propre compétence annuelle. Et cette compétence annuelle est divisée en sous-compétences. Comme vous le savez, chaque unité didactique essaie de développer une sous-compétence. Le troisième choix majeur, c'est l'introduction du projet de classe en tant que moyen permettant à l'apprenant d'apprendre par l'action. Ici, on parle de l'approche actionnelle qui vise et essaie de pousser l'apprenant à acquérir la compétence visée et l'exercer. Alors, ici, on parle de l'exercice, bien de la fonctionnalité de la langue, savoir que l'apprenant doit utiliser cette langue-là dans l'accomplissement de différentes tâches au sein du projet de classe. Le quatrième choix majeur, c'est le choix du thème motivant et fonctionnel en rapport avec l'environnement local, régional, national et universel. Ici, on parle des thèmes, des unités didactiques, des thèmes qui ont une relation avec le milieu de l'apprenant, en sachant que l'apprenant
bien que les apprentissages dédiés aux apprenants de chaque niveau essaient de se développer dans un cercle un petit peu spiral. On commence par le corps de l'enfant, son environnement, sa famille, son école, son environnement local, etc., régional et national et universel. Le dernier point majeur, c'est le décloisonnement des activités d'enseignement, apprentissage, à savoir que toutes les composantes de la langue française débouchent vers ou bien convergent vers l'élaboration d'un projet ou bien le développement d'une compétence claire et bien ciblée. Et en ce qui concerne les orientations relatives au domaine d'apprentissage, comme vous le savez, les domaines retenus, on passe Madame Hafida, les domaines retenus pour l'enseignement-apprentissage du français au cycle primaire sont, sur le plan de l'oral, deux grands domaines, la compréhension de l'oral et la production de l'oral. Ce sont les deux grands domaines d'apprentissage qu'on vise à développer chez nos apprenants à l'école primaire. Et d'ailleurs, dans tous les cycles. Sur le plan de l'écrit, la même chose, deux grands domaines, la compréhension de l'écrit et la production de l'écrit. Alors, les deux volets de la langue sont l'oral et l'écrit. Et dans chaque volet, il y a deux grands domaines, la compréhension et la production. La compréhension plus la production. Ici, on parle du fait d'amener l'apprenant à un usage efficace de l'oral et de l'écrit nécessite en effet de développer des capacités de compréhension à travers des activités d'écoute, de lecture et de production à travers des activités orales et écrites. Pousse l'élève à comprendre, puis à produire dans des situations de communication variées, tout en l'initiant progressivement à une réflexion sur le fonctionnement de la langue et en renforçant ses propres stratégies et démarches d'apprentissage. Alors là, les activités du fonctionnement de la langue sont au service de la communication, au service de la compréhension et de la production. Et il est nécessaire ici de souligner que le développement des capacités précitées s'opère à travers un processus qui exige une articulation solidaire entre la communication et l'action. C'est par l'action qu'on apprend à communiquer et inversement. Et ça se trouve dans ce qu'on appelle le projet de classe. Dans l'action, on apprend à communiquer. La classe de français doit donc procurer aux apprenants des occasions variées pour communiquer et agir. Et ici, comme on va le voir plus tard, parmi les approches du français langue étrangère, et le fait de laisser l'apprenant dans le bain linguistique. Tout au long des séances du français, on doit communiquer avec notre apprenant en français en utilisant les différents moyens pour qu'il puisse comprendre et ne pas recourir à d'autres langues pour faciliter la compréhension. On doit se servir du gestuel, des images, des imagiers, de différents posters, etc., pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'ils puissent agir et utiliser par la suite la langue française. On va maintenant passer à l'organisation de la semaine pédagogique. Alors, en première année, comme vous le savez, l'enveloppe horaire du français, c'est 4 heures. Alors, on a 4 heures dédiées à l'enseignement-apprentissage de la langue française. Dans le premier jour, on a les comptines et les chants. On a consacré 30 minutes aux comptines et chants.
et 30 minutes à la première séance des activités orales. Pour le deuxième jour, les activités de lecture, 30 minutes. Le troisième jour, les activités orales, la deuxième séance, 30 minutes. La troisième séance, quatrième jour, 30 minutes, plus les activités de lecture, la deuxième séance. Et le cinquième jour, on a le graphisme, la première semaine et la troisième semaine. Et l'écriture et copie, la deuxième semaine et la quatrième et la cinquième, 30 minutes. Et le dernier jour de la semaine est consacré à la séance du projet de classe, 30 minutes. Alors, la somme est de 4 heures. En ce qui concerne la deuxième année, l'enveloppe horaire est de 5 heures. Donc, vous le voyez. Alors, les activités orales, la même chose, on a 3 séances d'activités orales qui durent 30 minutes chacune. La lecture, elle aussi, a 2 séances. 30 minutes chacune. La poésie, une séance par semaine de 20 minutes. L'écriture, une séance par semaine de 30 minutes. La copie et la dictée, 30 minutes par semaine. Et les exercices écrits plus le projet de classe dans le 6e jour. L'exercice écrit, 20 minutes. Et le projet de classe, 30 minutes. Alors, la somme est de 5 heures. Alors, on a 4 séances d'activité orale, 2 séances de lecture et les autres composantes sont d'une séance chacune par semaine. En troisième année, l'enveloppe horaire est de 6 heures. Alors, comme vous le voyez, les activités orales, on a 4 séances d'activité orale, la même chose que la deuxième année. Et aussi, l'observation qu'on peut retenir, c'est que pendant les 3 premières années, la première, la deuxième et la troisième, on donne plus de temps à l'oral. On se focalise sur l'oral pour que l'élève essaie d'acquérir un maximum de vocabulaire, un bagage, un lexique propre à différents thèmes pour qu'il puisse l'utiliser oralement. Et par la suite, et progressivement, on donne de l'importance à la lecture et aux autres composantes, à savoir les activités de langue, etc. Alors ici, en troisième année, on a 4 séances d'activité orale. La première, 30 minutes, la deuxième, 20 minutes. La même chose pour les deux autres. La lecture, on a 4 séances aussi. 4 séances de lecture. La même chose, 30, 20, 30, 20. Et l'écriture copie, 20 minutes chaque semaine. La poésie, 20 minutes chaque semaine. La deuxième séance aussi de l'écriture copie. Et aussi, on a les exercices écrits et la dictée et la production de l'écrit chaque séance par semaine et le projet de classe. L'enveloppe horaire est de 6 heures. En quatrième année, la même chose. On a ici l'observation qu'on peut retenir, c'est qu'on a maintenant l'explicitation des activités de langue. On a la grammaire, la conjugaison et l'orthographe avec des séances de 30-20 minutes. Ici, on parle des activités de langue de la quatrième année jusqu'à la sixième année. On commence à donner des règles, à initier les apprenants différentes règles qui essayent qui régissent
encadre le fonctionnement de la langue française. En 5e année, le même enveloppe horaire, c'est 6 heures. Alors, on parle ici de la communication et actes de langage, 2 séances par semaine. Les activités de lecture, bien de la lecture, 3 séances par semaine. La grammaire, la conjugaison et l'orthographe dictée 30-35 par semaine. La production de l'écrit, 2 séances, une séance par semaine, plus la séance de la 2e semaine et la 4e semaine. Et la lecture-diction, plus une séance de lexique et du projet de classe. Alors, ici, on essaie de perfectionner un petit peu l'enseignement-apprentissage, de pousser l'apprenant à maîtriser la langue. Alors, en arrivant ici, on a essayé de travailler ou bien d'expliciter les fondements de l'enseignement-apprentissage de la langue française. On a ici jeté un coup d'œil sur les orientations relatives à l'enseignement-apprentissage de la langue française et on a parlé aussi de l'organisation des semaines pédagogiques dans chaque niveau. Maintenant, on va passer à l'enseignement des différentes composantes de l'enseignement-apprentissage de la langue française. On passe, Madame Hafida. Alors, les tâches primordiales d'un enseignant. Comme vous le savez, l'enseignant doit être un professionnel, en sachant qu'il a des tâches à effectuer dans sa classe. Sur le volet planification, on parle de la planification, la tâche de planifier ses leçons, ses apprentissages, etc. Alors, on parle de la tâche de planification, puis la tâche de gestion, un gestionnaire, à savoir que l'enseignant doit gérer le temps, gérer les activités, gérer le stress dans la classe, etc. Et aussi, il doit évaluer le travail de ses apprenants, l'amélioration de leur niveau et apporter la consolidation, le soutien nécessaire. Alors, ce sont 4 tâches primordiales d'un bon enseignant. En ce qui concerne les différentes, on a parlé des domaines d'apprentissage de la langue française. Alors ici, on a mis le souci de perfectionner l'enseignement-apprentissage de la langue française. On parle de la compréhension et la production de l'oral et la compréhension et la production de l'écrit comme étant 2 grandes compétences qu'on essaie à développer chez nos apprenants. À travers quoi? À travers la diapo suivante. À travers une activité réflexive sur la langue, à travers un projet de classe bien défini, on passe Madame Hafida, et tout cela essaye de développer ces deux compétences, ces 2 grandes compétences qu'on essaye de développer. La compréhension de l'oral à travers les activités orales à la 1e, la 2e et la 3e et la 4e année primaire, et la communication et actes de langage dans la 5e et la 6e année. Ici, c'est purement de l'oral, de la compréhension et de la production de l'oral.
Et en ce qui concerne la compréhension de l'écrit, ici on parle de la lecture compréhension, la poésie, la lecture documentaire, etc., toutes les sortes de la lecture. Il travaille l'amélioration de cette compétence qui est la compréhension de l'écrit. Et la quatrième composante, c'est la production de l'écrit dans la séance de la production de l'écrit. Des petites dissertations qu'on essaye à donner à nos élèves pour qu'ils puissent utiliser et produire des énoncés en langue française à l'écrit. Alors, entre ces deux grandes compétences, la compréhension et la production, on a les activités réflexives sur la langue et on a le projet de classe. Les activités réflexives sur la langue, qui sont le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe, plus le projet de classe. Alors, on va essayer d'attaquer ces composantes de la langue française à l'école primaire d'une manière globale pour qu'on puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit. On passe, je peux signifier planifier dans le contexte éducatif. C'est une question que j'essaie de poser, de faire une interaction avec la population cible, les participants, mais puisqu'on a un nombre qui n'est pas 183 participants, on ne peut pas interagir tous à la fois. Mais quand même, c'est une question qu'on doit y réfléchir et trouver des pistes de réflexion. Planifier est une tâche qui comprend à la fois la programmation, la prévision des activités didactiques face aux objectifs proposés, ainsi que sa révision et adéquation pendant le processus d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on programme, on donne des prévisions des activités didactiques adéquates aux objectifs proposés. On a des objectifs proposés et qu'on leur consacre des activités, des programmations, des prévisions. Et ces activités sont en permanente révision et adéquation dans le processus d'apprentissage pour atteindre les objectifs escomptés. Les objectifs déjà tracés, on doit les atteindre à travers notre programmation, notre prévision, notre révision permanente des activités. Alors, la planification est une façon de programmer les actions des enseignants, mais c'est aussi un moment de réflexion. Savoir que lorsqu'on planifie notre intervention, nos activités, notre gestion, on doit porter une réflexion là-dessus. On doit essayer de réfléchir à ce qu'on doit présenter à nos chers apprenants. Ce n'est pas simplement une tâche d'exécution, mais aussi une tâche de réflexion. Les principes de base d'une planification, d'une bonne planification. Alors, mettre l'élève au centre du processus d'enseignement-apprentissage. Ça veut dire donner une réflexion, porter une réflexion sur ses besoins, sur ses caractéristiques, faire le contact avec ses implications, comment impliquer cet apprenant d'une manière permanente
essayer de créer cet échange collaboratif au sein des apprenants pour qu'ils puissent progresser. Assurer la mobilisation et le transfert des apprentissages dans des situations variées et assurer l'apprentissage du transfert. Et ici, le transfert qu'on peut faire, c'est le fait d'utiliser la langue en dehors de la classe, à savoir dans des activités intégrées, etc. L'élève doit se servir de cet outil qui est la langue dans la classe et en dehors de la classe. Intégrer l'évaluation dans le processus d'enseignement-apprentissage, l'évaluation diagnostique avant le commencement et l'évaluation formative au moment ou bien dans le processus d'enseignement-apprentissage et l'évaluation sommative à la fin d'un apprentissage et différencier aussi les activités d'enseignement-apprentissage, il faut savoir au niveau du contenu, des structures et du processus, des techniques d'animation, des moyens de support didactique adéquats, etc. Alors ça, ce sont les principes de base d'une bonne planification. Pour que notre planification atteigne ses objectifs, on doit prendre en compte ces principes de base. La compréhension et la production de l'oral. Alors, la première compétence en étant la compétence numéro 1 qu'on essaye de développer chez nos apprenants, c'est la compréhension et la production de l'oral. Avant de parler de l'oral, on a ici les étapes d'une fiche pédagogique. Alors, comme vous le voyez, les étapes d'une fiche pédagogique sont quatre grandes étapes. Alors, 4 grandes étapes imbriquées les unes aux autres et constituant un processus continu d'enseignement-apprentissage ont été retenus. Alors, en feuilletant le curriculum, l'enseignement-apprentissage dans le curriculum du primaire, on a 4 étapes. La première, c'est l'observation et la découverte. Il s'agit de faire observer les supports visuels, coniques, audiovisuels, etc. de l'activité pour le faire appréhender de manière globale en vue d'en faire dégager quelques hypothèses de sens. Alors ici, on parle par exemple, en ce qui concerne la lecture, du pré-lecture, avant la lecture, ou bien avant l'écoute, les activités orales, etc. C'est la première étape, c'est l'observation et la découverte du thème, bien du sujet, etc. La deuxième étape, c'est la compréhension et la conceptualisation. Il s'agit de faire réfléchir les apprenants et de les faire interagir par rapport aux hypothèses formulées. Alors, on commence ici à communiquer autour du sujet, pousser les élèves à parler du sujet de la leçon, à donner leur avis précédemment vu, les hypothèses formulées précédemment, en vue de construire le concept ciblé et de le valider sous forme de synthèse à retenir les règles, les tableaux, etc. La troisième étape, c'est l'application et le transfert. Il s'agit de faire appliquer le concept construit avant de le transférer dans des situations quasi authentiques. Alors, l'application est une étape primordiale. Pourquoi? Parce que il nous permet de jeter un coup d'œil sur l'état d'avancement de cet élève dans le processus de l'enseignement-apprentissage. Et la quatrième étape, c'est l'évaluation et le soutien. Cette étape permet aux élèves de s'exprimer, de s'auto-évaluer
et à l'enseignant d'évaluer le degré d'atteinte des objectifs visés. Alors, c'est clair, l'enseignant doit évaluer le degré d'atteinte des objectifs. 3 moments pour enseigner et apprendre. La compréhension et la production de l'oral, on passe. La compréhension et la production de l'oral, on a 3 grands moments. Avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Et ça, on va le voir dans la diapo suivante. Je vais cliquer sur le document, Madame Hafida. Il passe. Problème. C'est bon, monsieur? Non, non, il y a un lien hypertexte. On essaie d'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir. Contient les démarches méthodologiques pour la compréhension et la production de l'oral. Alors, s'il ne s'ouvre pas, je vais essayer d'en parler, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, comme vous le savez, on a 3 phases. La phase de pré-écoute, avant l'écoute, c'est la phase de l'observation et de la découverte. Ici, on parle de la mise en situation et on mobilise les connaissances des élèves sur le thème, faire les prédictions sur les contenus, créer un conflit cognitif et socio-cognitif et utiliser des documents iconiques pour essayer, permettant d'identification, essayer d'identifier les personnages, les lieux, les moments et aider les apprenants à émettre des hypothèses sur le contenu. Alors, on parle de la mise en situation, de l'observation et la découverte, par exemple, du dialogue, bien du sujet. Oui, voilà, c'est très bien. Ici, l'objectif, c'est préparer. Merci Hafida. L'objectif est de préparer les élèves au contenu de documents, créer des attentes chez eux, anticiper le contenu et vérifier le vocabulaire connu. Alors, c'est la première phase. La deuxième phase maintenant, c'est la phase de l'écoute, la compréhension et l'exploitation. Ici, on a 2 volets, la première écoute et la deuxième écoute. En ce qui concerne la première écoute, c'est le repérage de certaines informations simples. La compréhension, on parle de la compréhension globale. Et dans cette compréhension globale, on parle des personnages, des lieux, des moments, des actions importantes, etc. C'est les informations simples. On essaie de repérer les informations simples dans la première écoute. Par exemple, l'enseignant a un dialogue. Alors, elle essaie de dire le dialogue la première fois. Les élèves écoutent. Et après cette diction, elle pose des questions sur quelques informations simples. Puis, elle procède à une autre lecture du dialogue ou bien du récit. Alors, cette deuxième écoute vise
la compréhension détaillée du document, analyser la situation de l'histoire, les caractéristiques des personnages, établir les comparaisons, les ressemblances et les divergences, traiter les indices non linguistiques, les sons, la prosodie, le décor, etc. Alors, l'objectif, c'est de dégager le sens du texte, les indices linguistiques et non linguistiques, vérifier et valider les hypothèses formulées avant, dans la première phase, et apprendre et développer un savoir-faire lié à l'écoute. Alors, ce sont des stratégies de travail pendant ces différentes phases de la compréhension et la production de l'oral. Alors, pour la dernière phase, c'est la phase de post-écoute, c'est le transfert et l'évaluation et le soutien. Ici, on parle de s'identifier et se comparer aux personnages, faire des liens entre les expériences personnelles et les éléments de l'histoire, exprimer ses sentiments. Alors, on parle ici des interactions avec le texte et le contenu du texte, ou bien du dialogue, du récit, etc. L'objectif est de partager ce qui est compris, transfert des apprentissages et évaluation et soutien. Alors, comme vous l'avez vu, c'est la démarche méthodologique pour la compréhension et la production de l'oral. On a 3 phases. La première phase de l'avant l'écoute, la deuxième phase pendant l'écoute et la troisième phase, c'est après l'écoute. Et comme vous le voyez, la première vise à préparer les élèves au contenu du document, créer des attentes, émission des hypothèses, etc. La deuxième phase, c'est pendant l'écoute, c'est dégager du sens, construire du sens, valider les hypothèses et apprendre et développer un savoir-faire lié à l'écoute. Et dans la troisième phase, c'est l'interaction avec le texte ou bien le document ou bien l'idée et aussi faire le transfert des apprentissages dans la vie, le milieu de l'apprenant et l'évaluation par la suite. Bien, maintenant on passe à la compréhension de l'écrit. Alors, aussi, veuillez, Madame Hafida, retourner à la présentation. La compréhension de l'écrit. On a 3 phases aussi. Compréhension de l'écrit, qui est la lecture. Lorsqu'on parle de la compréhension de l'écrit, on parle de la lecture comme étant une discipline clé, un instrumental qui pousse les élèves à doter et à adopter des stratégies d'apprentissage clés. C'est une discipline instrumentale. C'est une clé des apprentissages. Lorsque l'élève maîtrise la lecture, il maîtrise une clé d'apprentissage. Il va acquérir, il va apprendre. Mais si l'élève n'arrive pas à déchiffrer, à comprendre ce qu'il lit, il aura un grand problème en ce qui concerne son apprentissage. Alors, la même chose ici, la lecture, on parle de 3 grands moments. Les 3 moments forts de la lecture sont avant lecture, pendant la lecture et après la lecture. Bien. Maintenant, on va essayer de voir comment cette lecture s'apprend, s'enseigne à l'école primaire. En première, deuxième et troisième année, on parle des habiletés de lecture qui sont la conscience phonologique, où on parle des sons, de la phonologie, de la phonétique, on parle de la phonétique ici. Et comme vous le savez, maintenant, l'enseignement apprentissage de la lecture dans les différentes langues enseignées à l'école primaire sont les mêmes.
La même chose qu'on trouve pour l'enseignement-apprentissage de la lecture en arabe, c'est la même chose en français. La conscience phonologique en français, c'est l'wa'i sauti en arabe. Le principe alphabétique, la même chose en arabe, al-mabda, l'alif da'i, l'identification des mots, lexiques, etc. Al-mufradat, kalimat en arabe. Beaucoup de stratégies là-dessus. La fluidité, talaqa, l'élève à lire un tas de mots, un paragraphe, un texte avec fluidité, en relation avec le temps. Et la dernière habileté, c'est la compréhension. C'est le stade de la perfection de la lecture. On parle de la compréhension ou bien la construction du sens du texte. Bien, les démarches. La démarche méthodologique en 4e, 5e et 6e année. Alors, comme vous le voyez, les démarches méthodologiques sont 1. L'avant-lecture, ou la phase ou bien l'étape de l'observation et la découverte. Ici, on a deux volets, la mise en situation, orienter et activer les connaissances, essayer d'investir le maximum de temps dans le fait de tirer les connaissances et de susciter les connaissances des apprenants en relation avec le sujet des textes. Et le deuxième volet, c'est l'observation et la découverte du paratexte, ça veut dire les images, l'auteur, le titre, etc., en relation avec le texte et prélever les indices et anticiper les hypothèses. Alors, ici, l'enseignant pose des questions pour remémorer les faits vécus par l'apprenant ayant un lien avec le thème à étudier. C'est essayer de pousser les élèves à s'exprimer autour du texte, en s'exprimant autour de leurs expériences en relation avec le thème du texte. Survol du texte, les images, l'auteur, etc., prédiction du sujet orienté par l'enseignant et la formulation des hypothèses. Alors, la première phase, qui est l'avant-lecture, se termine par les émissions des hypothèses. L'émission des hypothèses. La deuxième phase, c'est pendant la lecture. Alors, pendant la lecture, c'est l'amorce de la compréhension. Comme on a vu pour la compréhension de l'oral, il y a ici la même chose, deux grands moments. Lire avec un objectif et lire avec des objectifs. Le premier, c'est faire lire le texte silencieusement, lecture orientée par des consignes, et qui a relation avec l'objectif, c'est de faire dégager des informations simples du texte. La deuxième lecture, bien la lecture magistrale et les lectures individuelles, livres ouverts sont leur objectif est de lever les difficultés liées à l'identification des mots, la fluidité sur le tableau, segmentation des mots en syllabes, faire lire les mots globalement, lecture à haute voix par les élèves, plus correction des difficultés, l'articulation, la prononciation, la correction phonétique, etc. Faire apprendre aux élèves à comprendre et poser des consignes, des questions avant la lecture du paragraphe, texte, plus traitement collectif des consignes au tableau pour guider les élèves, faire dégager les mots-clés de chaque consigne, faire comprendre le lien entre consigne et réponse. Alors ici,
on a un tas d'activités qui visent la compréhension et la construction du sens et adopter des stratégies de construction du sens. La dernière phase, c'est la prélecture. Ici, c'est une phase d'évaluation et de soutien où on essaye de pousser les élèves, bien les apprenants, à réagir, à trouver des liens, des réflexions, à porter des réflexions sur le contenu, sur les valeurs, sur les idées véhiculées dans le texte. Bon, maintenant, on passe à la production de l'écrit. Alors, la production de l'écrit. En première année, les activités d'écriture visent à préparer l'apprenant à l'écriture à travers des activités de graphisme, de coloriage, etc. Et aussi à développer chez les apprenants, chez l'apprenant, les habiletés perceptives et motrices. Alors, comme on le sait, la première année, c'est une continuité du préscolaire. Lorsqu'on dit le préscolaire, on parle du développement du corps de l'apprenant. L'apprenant est en phase de développement. Son corps est encore frais et il a besoin d'être guidé et d'être développé pour qu'il puisse développer ses capacités motrices, etc. Alors, en première année, les activités visent la préparation à l'écriture et le développement des habiletés perceptives et motrices. En deuxième et troisième année, les activités de production de l'écrit doivent être axées sur, premièrement, l'écriture correcte des lettres et des syllabes en respectant les règles de l'écriture cursive minuscule. 2. La copie de mots, de phrases simples ou de textes courts en respectant les règles de l'écriture cursive. 3. L'écriture sous dictée de mots, de phrases ou de textes courts et simples. Et quatrième chose, c'est la reconstitution et la construction et la production à partir du support iconique et ou graphique de phrases simples ou de textes courts. Alors, c'est la visée ou bien les principes qui encadrent la production de l'écrit en deuxième et troisième année. En ce qui concerne la quatrième et la cinquième et la sixième année, on passe. Alors, les démarches méthodologiques sont, première étape, l'observation et la découverte. Alors là, l'enseignant propose et fait observer une situation illustrant le type d'écrit visé, lettres, ici, etc. Amener les élèves à savoir qui écrit, à qui, pourquoi, plus forme et caractéristiques de l'écrit. Puis, faire découvrir qu'il y a multitude d'écrits. Chaque écrit a sa propre fonction. Chaque écrit a ses propres règles de construction. Ensuite, l'établissement d'une grille de relecture et de vérification. Et finalement, faire un exercice d'entraînement individuel et collectif. Deuxième étape, c'est la compréhension, l'application et le transfert. Ici, on parle de la mise en situation d'écriture-compréhension qui vise à aider les élèves à travers une liste de verbes, d'adverbes, de lieux, de connecteurs logiques et de mots-clés relevés de la situation. Ça veut dire donner un bagage linguistique aux élèves pour qu'ils puissent se réinvestir dans leurs écrits. Écriture d'un premier jet, c'est l'application.
par l'application. Alors, production d'un premier jet individuel à l'aide des ressources de disposition, dictionnaire, etc. Aide fournie à ceux en difficulté locale. Alors ici, l'élève ou bien l'enseignant est toujours près de ses élèves, de ses apprenants, pour qu'ils puissent les guider, les aider à débloquer la situation, à dépasser leurs difficultés. Le troisième volet, c'est le retour sur les productions. Une lecture de deux productions des élèves, texte riche, même s'il y a des erreurs, faire des observations et proposer des améliorations, échange aux productions avec des pairs, amener chacun à prendre conscience de ses lacunes et s'auto-évaluer par la grille de relecture portée au tableau. Alors, il est intéressant d'élaborer une grille de correction avec ses apprenants et de la mettre en place pour qu'ils puissent se référer à cette grille lors de leur correction. La dernière phase, c'est la réécriture, la production définitive du deuxième jet, ou bien du texte, du dernier texte. C'est faire écrire le texte qu'on a sur les cahiers ou bien sur les feuilles. Ça, c'est le transfert. La troisième étape, c'est la correction, l'évaluation et le soutien. Alors ici, nous avons deux corrections. La correction collective et individuelle. La correction collective, l'enseignant corrige chez lui les copies. Elle contrôle les copies selon la grille de correction, note les difficultés les plus récurrentes et les reclasse pour les remédier. Phase relative au soutien. Alors, le contrôle qu'il fait, ici l'enseignant se réfère à cette grille ou bien aux observations pour remédier, pour travailler le soutien. Pour travailler le soutien qu'il va, ou bien le renforcement qu'il va donner aux apprenants. Choisir une copie, puis faire lire par son rédacteur. Alors, le fait d'encourager les élèves, les apprenants, ça, c'est un travail qu'on doit favoriser auprès de nos enseignants pour qu'ils puissent prendre en considération le côté psychologique de l'enfant ou bien de l'élève. Correction partie par partie. La correction individuelle, c'est à travers la formation des petits groupes. Chaque élève reprend sa copie et la relie à ses camarades. La correction des copies en tenant compte des annotations du prof et l'analyse des erreurs par les élèves et l'aide du prof. Maintenant, on passe. Alors, j'essaie de passer plus vite pour qu'on donne un peu du temps à la participation, à l'interaction. Les activités réflexives sur la langue. En première, deuxième et troisième année, l'objectif est d'initier l'apprenant au fonctionnement de la langue par imprégnation orale et écrite interposée. Et un entraînement à une identification élémentaire et graduée de certaines parties constructives de langue, mots, phrases, types de phrases, etc., sans que les règles soient explicites. Alors, les règles en première et deuxième et troisième année sont implicites. Du coup, on donne de l'importance à l'oral et de la bonne articulation du prof, de l'enseignant. Et ici, l'apprenant essaie d'apprendre la langue telle qu'elle est, sans s'approfondir dans les règles. En quatrième, cinquième et sixième année, l'étude explicite des règles qui régissent le fonctionnement de la langue dans des sciences spécifiques. Cette étude touchera les points élémentaires de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe. Comment? À travers ceci. On passe
Alors, la démarche méthodologique des activités de la langue. Alors, comme vous le voyez, la première des choses, c'est l'évaluation diagnostique, c'est clair, la vérification des prérequis ayant lien avec la nouvelle leçon. En tenant par exemple la leçon du sujet ou bien du groupe nominal, l'enseignant doit faire une évaluation diagnostique, doit vérifier les prérequis des apprenants, à savoir la phrase, qu'est-ce que ça veut dire une phrase, quelles sont les composantes de la phrase, le sujet, le verbe, le complément, etc. Ce sont des prérequis en relation avec la nouvelle leçon qu'on a. Alors ça, c'est primordial. On ne peut pas commencer une leçon sans faire une évaluation des prérequis. La première phase, c'est l'observation et la découverte. L'observation de la situation. L'utilisation d'un support visuel pour matérialiser la notion. Donc, support visuel, une situation, une phrase, etc. Plus observation individuelle, collective, partir des prérequis, plus regrouper les énoncés, les classer, les comparer, une première mise en commun des résultats, prendre conscience de l'importance de la notion étudiée. Alors, ici, on pose les apprenants devant un conflit cognitif où leurs prérequis n'arrivent pas ou bien ne suffit pas à répondre à la question posée ou bien à la difficulté posée par l'enseignant. Et la première phase, c'est l'observation de la situation. La deuxième phase, c'est la compréhension et la conceptualisation. À travers la manipulation des énoncés et formulation des hypothèses, comprendre l'effet de langue à travers la manipulation, ajouter, faire, remplacer, déplacer, etc. Et formuler les hypothèses descriptives et explicatives sur le fonctionnement du phénomène linguistique, titre de la leçon. La deuxième chose, c'est la mise en commun et formulation de synthèse. Les élèves formulent leur proprement la règle en groupe, comparaison plus discussion et comparaison, rédaction de la synthèse finale sous forme de texte, conceptuel, carte conceptuelle, mentale, etc. Alors ici, on rend l'apprenant acteur de ces apprentissages à travers le travail en groupe, à travers la formulation de la règle en groupe, à travers la comparaison et l'interaction avec les autres groupes, on essaye de favoriser l'apprentissage, bien l'approche participative de tous. La troisième phase, c'est l'application et transfert. L'exercice varié et gradué, c'est l'application pour tester le degré de développement, bien d'acquisition de la notion du jour et faire le transfert dans des nouvelles situations de communication, que ce soit orale ou bien écrite, produite par les élèves. Alors, il est primordial ici de pousser les élèves à produire et à utiliser la notion que de donner des exercices comme ça pour que les élèves essaient de répondre aux consignes. Wow. Alors, le fait de les pousser à formuler, à produire, c'est plus bénéfique pour les élèves. Et la dernière phase, c'est l'évaluation et le soutien. C'est la vérification si la notion est acquise, régulation de l'acte d'enseignement-apprentissage et intervention immédiate en cas de difficulté. Maintenant, on passe à autre chose. Le projet de classe. Le projet de classe, la démarche, vous le savez tous. Alors, on a 5 séances
La première séance, c'est annoncer l'objet, les objectifs, l'intérêt, les modalités de travail et le matériel à utiliser. Expliquer les tâches, les consignes, le déroulement et les échéanciers. Inviter les élèves à faire une première réflexion sur les moyens à mettre en œuvre. C'est la première séance. La deuxième, la vérification de l'état d'avancement, la présentation et l'analyse du matériel trouvé et traiter les difficultés rencontrées, etc. La troisième séance, c'est la vérification aussi de l'état et traitement initial du plan de présentation, etc. La quatrième séance, c'est la vérification et la finalisation du plan de présentation et l'entraînement à la présentation. La dernière séance, c'est la présentation. Inviter les représentants des classes de l'école et les enseignants, les parents à assister à la présentation, évaluer et soutenir la mobilisation de différentes capacités, savoir-être et savoir-faire. L'objectif ici, c'est quoi? On parle du projet de classe comme étant, comme on l'a déjà dit dans le premier volet de cette présentation, comme une phase finale où l'élève, bien l'apprenant, utilise la langue. Et du coup, il est amené à parler, à s'exprimer, à utiliser la langue, si la langue doit être fonctionnelle, en montrant les pistes du travail, les tâches qui sont accomplies, comment ils ont travaillé, quel est le choix de leur thème, comment ils ont partagé les tâches, etc. Alors, l'objectif primordial ici, c'est l'utilisation de la langue. C'est le fait de parler, c'est le fait d'utiliser la langue, de la fonctionnalité de la langue. Par du projet de classe dans cette vision-là, que l'élève essaie de pratiquer la langue dans la classe. Alors, en ce qui concerne le projet de classe, il a 3 étapes. L'identification, qui est la première séance, la réalisation dans les trois séances, la deuxième, la troisième et la quatrième, et la présentation dans la 5e séance. Maintenant, évaluer pourquoi et comment, réflexion collective, et la même chose pour le soutien. Le soutien, pourquoi et comment, on va essayer de porter tous une réflexion collective en ce qui concerne ces 2 grands concepts qui sont l'évaluation et le soutien. Et je m'arrête là en donnant la parole à Madame Hafida, notre animatrice, pour qu'elle puisse gérer le deuxième volet de cette présentation qui est l'interaction avec les participants. Merci à vous tous. J'espère que je ne suis pas un invité qui a pris beaucoup de temps à lire des choses, des diapos, mais on essaie un petit peu d'interagir et de partager, d'échanger pour qu'on puisse construire ensemble de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives et aussi de nouvelles pratiques professionnelles. Merci. Merci infiniment, Monsieur Ali Barchil, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire et le coordinateur régional de la langue française de l'Académie Souss-Messin. Merci beaucoup pour les précieuses informations que vous nous avez données. Merci infiniment. Et maintenant, nous ouvrons un espace de discussion et de questions à la participation. Donc, je donne la parole à Sam Aziden. Parlez-vous?
Monsieur Khalid, est-ce que vous pouvez activer les micros? Oui. C'est déjà activé, Madame Hafida. Merci, Monsieur Ali, pour avoir accepté notre invitation à animer cette rencontre, disons, nationale. C'était parfait. Bon courage. Et on vous remercie, Moujteda. Merci beaucoup. Merci Merci. à vous aussi, Monsieur Khalid. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Et je donne la parole à Madame Tissem. Alors, bonsoir. Merci. Je tiens à vous remercier pour vos efforts. Ma question est la suivante. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les leçons planifiées pour chaque niveau? Et merci encore. Merci infiniment, Madame Tissem. Monsieur Ali Barchil, Alors, vous pouvez merci. répondre, oui. Merci une autre fois d'avoir posé cette question. En ce qui concerne les leçons, les leçons, si vous avez le curriculum, le nouveau curriculum du primaire, je pense qu'il a détaillé un petit peu la chose du fait qu'il a programmé pour chaque niveau, on a une programmation, un programme bien clair et bien défini et qui englobe toutes les leçons et les notions dont on a à faire pour les faire enseigner aux apprenants. Le curriculum est presque clair là-dessus. Il y a des tableaux qui contiennent les leçons, les titres et tout. Et le temps ici, on n'a pas le temps de dire tout à travers cet atelier de formation, de partage. On ne peut pas donner toutes les notions, mais je vous réfère au curriculum et vous trouvez votre demande là-bas. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Et je donne la parole maintenant à Monsieur Mustafa. Oui, vous m'écoutez? Oui. Donc, je remercie infiniment Monsieur l'inspecteur et Madame Hafida, je pense, oui, c'est Madame Hafida, et tous les participants à cet événement-là, éducatif bien sûr. Monsieur l'inspecteur et tous les inspecteurs parlent de la différenciation pédagogique, que ce soit même le curriculum de la langue française du primaire parle de la différenciation pédagogique. Donc, il faut donc différencier les apprentissages selon les niveaux ou bien selon le niveau de chaque apprenant ou apprenante. Mais la question que je voudrais poser ici, c'est comment différencier des apprentissages? Tout le monde parle de différenciation, tout le monde parle de la réussite de tous les élèves devant une contrainte de temps de 30 minutes, de 25 minutes, généralement pour chaque composante de la langue française. Donc, est-ce qu'on doit donner le temps à la construction des concepts ou donner le temps à différencier, bien sûr, via les fiches pédagogiques, comment faire plusieurs fiches pédagogiques pour un groupe d'apprenants qui ont des difficultés qui sont homogènes. Comment faire? Donc, je pense que l'on parle en l'air. Donc, on parle dans le vide. Donc, comment différencier ces apprenants? Est-ce qu'on va laisser l'élève, il a des obstacles, il a des obstacles, par exemple des difficultés. Donc, est-ce qu'on va laisser les difficultés s'accumuler jusqu'à la semaine d'évaluation et de soutien ou bien vers l'évaluation et soutien du semestre, ou on va
on va s'arrêter pour régler ces difficultés-là, ou bien on va construire un concept et on a un programme à achever, bien sûr. Donc, quel est le moment? Et ma question, c'est le moment exact de faire cette différenciation, que tout le monde en parle. Et merci infiniment. Merci, Monsieur Moustapha. Vraiment, c'est une question pertinente, à savoir que, comme vous l'avez dit, la différenciation, tout le monde en parle, mais comment? La question de comment faire pour différencier. À mon avis personnel, on a les orientations pédagogiques qui sont claires là-dessus. D'adopter la différenciation, c'est obligatoire. Bien. Mais aussi, on a des difficultés. Comment les enseignants, en tant que praticiens, ont reçu une formation initiale au centre CRMF, centres régionaux de l'éducation et de formation, mais est-ce qu'ils ont vraiment reçu une formation bien solide en la matière de la différenciation? C'est une question. Autre chose, est-ce qu'on pratique le soutien et le renforcement et la consolidation comme il faut dans nos classes avec nos élèves? C'est une autre question. Du coup, si on pratique le soutien comme il faut, on n'aura pas besoin de quelques pistes de travail, comme vous l'avez cité, M. Moustapha. Mais du moins, on peut dire que lors de notre présentation de chaque notion, par exemple, on est dans la grammaire, et on a une telle notion, à savoir la phrase simple. Et on a des enfants, bien des élèves, des apprenants, qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à identifier le sujet ou bien le verbe, etc. Et du coup, on est cerné par le temps, comme vous l'avez dit, et aussi par l'atteinte de l'objectif, qui est l'apprenant doit être capable d'identifier ou bien de comprendre la phrase simple, de l'identifier et de l'utiliser. Ici, on a parlé de la bonne planification qui prend en considération les besoins et les caractéristiques de cet enfant, de cet élève. Et du coup aussi, lorsqu'on planifie les activités dédiées à cette notion-là, à cette leçon, on doit prendre en considération aussi leur niveau, à savoir l'évaluation diagnostique qui va nous donner quels sont les élèves qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un sujet, qui n'arrivent pas à déchiffrer la phrase, etc. On aura un tas ou bien des groupes de besoins dans cette leçon, bien dans cette classe, et dont on est poussé à présenter, on est dans l'obligation de présenter la leçon de l'orthographe, la phrase simple. Alors, comment doit-on réagir? À mon avis, la première des choses, c'est qu'on doit, premièrement, on ne peut pas donner la phrase, on ne peut pas présenter un concept sans que les élèves maîtrisent au moins quelques prérequis. On ne peut pas parler de la phrase sans parler d'un verbe, bien d'un sujet. Alors là, on doit travailler la chose avec les élèves et on doit planifier ça. On doit prendre en considération ça. On doit le noter dans notre planification. Et
on doit aussi chercher et planifier des activités de remédiation, des prérequis avant de commencer d'entamer notre leçon. Ça, c'est mon propre point de vue. Je sais que la chose est difficile, mais en la pratiquant, j'aimerais bien que ces ateliers de formation soient pratiques. J'aimerais bien qu'on travaille sur des choses concrètes, sur des activités concrètes pour qu'on puisse donner du sens à cette pédagogie différenciée. Alors, on peut parler jusqu'à minuit, mais on ne peut pas on peut clarifier la chose, mais en ce qui concerne la pratique, c'est plus efficiente. On parle de l'efficience. Le côté pratique est très, très, très mondial ici. Et merci à vous. Et n'oubliez pas, moi, je ne suis ni un concepteur du savoir. J'essaie de partager avec vous et de construire et d'échanger avec vous selon ma propre pratique, selon j'étais enseignant d'environ 15 ans et je travaille comme ça, j'essaie de partager avec vous mes propres expériences et n'hésitez pas, vous aussi, de partager, d'aider, de nous aider à partager les expériences et à essayer de dépasser des cas comme celui-là, comme ce que avait annoncé M. Mustafa. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur Ali Barchil, pour la réponse. Je donne la parole à Madame Hamzaoui Fouzia. Bonsoir à tout le monde. Je veux remercier Monsieur l'inspecteur et l'encadrante, Madame Hafida. Je vais poser 3 questions. La première, c'est y a-t-il des différences entre le chant, la poésie et la lecture-diction ou bien juste des nominations? Deuxième question, comment différencier entre l'activité orale et la compréhension orale? La dernière question, c'est pourquoi on a considéré la lecture comme une compréhension de l'écrit et non pas comme une compréhension de l'oral. Et merci à vous. بشوية علينا أستاذة فوزية. Très bien. Merci. باش نعاود الأسئلة ولا صافي باينين؟ Oui, veuillez répéter les questions. OK. Première question. Y a-t-il des différences entre le chant, la poésie et la lecture-diction, ou bien juste des nominations? Deuxième question, comment différencier entre l'activité orale et la compréhension orale? Ma dernière question, c'est pourquoi on a considéré la lecture comme une compréhension de l'écrit et non pas comme une compréhension de l'oral? Et merci à vous. Merci. Alors, je vais commencer par la première question, la différence entre le chant, la poésie et la lecture-diction. Comme vous le savez, le travail qu'on entame à l'école primaire obéit à un principe. Le principe dont on parle ici, c'est le fait de s'initier à la chose et on a trois stades. L'initiation, la maîtrise et le perfectionnement. La perfection. Alors, l'initiation, on pousse les élèves ou bien les apprenants à s'initier à un type de texte. Ici, on est dans le domaine de la versification.
ça veut dire de la poésie en général. Le chant, ou bien la comptine, est un concept dédié aux apprenants d'un stade inférieur. Ça veut dire les apprenants qui ont commencé, qui viennent de commencer leurs apprentissages. Et en parlant de la poésie ou bien des poèmes, ici on parle de la maîtrise. On est dans le stade de la maîtrise. Et lorsqu'on parle de la lecture-diction, on est dans le stade de la perfection. Perfectionnement de la chose. Lorsqu'on est dans le chant, on pousse les élèves, bien les apprenants, à... vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Alors, lorsqu'on est dans Oui, lorsqu'on est dans le stade du chant, ou bien de la cantine, alors on pousse les élèves à répéter, à mémoriser un petit poème qui a des caractéristiques de versification, de sonorité et qui est facile à mémoriser. Alors, on travaille ici la mémorisation et la mémorisation du langage, du concept, des mots, du lexique, d'un vocabulaire. Lorsqu'on parle du poème, alors on essaie d'entrer dans la compréhension du texte, d'un texte poétique, de travailler les strophes, les rimes, etc. Et lorsqu'on est dans la lecture-diction, je pense qu'on est dans un stade de perfectionnement, d'approfondissement en matière de versification. Alors ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, vous avez dit la compréhension de l'oral et les activités de l'oral, la relation, bien la différenciation entre la compréhension de l'oral et les activités de l'oral. Alors, les activités de l'oral, ce sont des activités telles que le dialogue, la compréhension du dialogue, la production d'autres dialogues, etc. La compréhension orale, ici, on travaille une compétence qui est la compréhension des messages oraux. On travaille la compréhension. C'est un stade qui est un peu global, qui est macro. On parle du macro, qui est la compréhension. Mais les activités orales, ce sont des activités dont on se sert pour arriver à ce stade-là qui est la compréhension de l'oral. Bien, la troisième, j'ai pas bien assimilé, bien, j'ai pas bien noté la troisième question. Vous avez dit, c'est pas... Vous répéter la troisième question? Pourquoi on a considéré la lecture comme une compréhension de l'écrit et non pas comme une compréhension de l'oral? Bien. Alors, la lecture, en tant qu'elle est une activité qui se pratique sur un texte écrit, sur un support écrit, on parle de l'activité, de la compréhension de l'écrit. On parle de la compréhension de l'écrit. Pourquoi? Parce que c'est un support écrit qu'on essaie de comprendre, de travailler et de porter, d'interagir avec ce support. Mais le fait d'avoir un support oral,
on sera dans l'oral. Ici, on a un support écrit. C'est pour cela qu'on le nomme la compréhension de l'écrit. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur Ali. Je donne la parole à Khalil. Monsieur Khalil, parlez-vous? السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم خالد السلام. شي خالد ياك؟ قلت خليل mais je pense ما تيجاوبش ممكن تاخذ la parole. Oui, merci. Merci à vous infiniment, monsieur l'inspecteur, et aussi monsieur Khalid Choukri et madame l'animatrice Hafida. Permettez-vous, s'il vous plaît, de poser une toute simple question concerne est-ce que la manière dont on enseigne la langue française, s'agit-il d'une manière pertinente qui donne des résultats attendus, vraiment? Regardons bien et lorsque on analyse l'appel à la révision des programmes, on garde toujours la subdivision, la segmentation de la langue. Ça veut dire la grammaire, la conjugaison, etc. On s'intéresse trop à la technication des... donc, on s'intéresse à la technique de la langue, non pas à la langagière. Merci, c'est vous. Merci, Sir Khalil. Alors, l'enseignement, apprentissage de la langue française. Ici, chez nous, ou bien le curriculum du primaire, le nouveau curriculum, considère la langue française comme étant une langue étrangère au Maroc. Du coup, on ne peut pas l'enseigner comme une langue maternelle. Ça veut dire que les enfants doivent être tout le temps en contact avec la langue française pendant toutes les séances du français. Ça veut dire les mettre dans le bain linguistique. Et les mettre dans le bain linguistique, ça leur permet d'apprendre en immersion dans la langue de manière active et de construire des stratégies de compréhension et de production en temps réel et de comprendre la langue par association. Ça veut dire des images, il associe le mot avec l'image, l'expression avec la geste, bien le gestuel, le recours à la transparence entre les langues, la reformulation des consignes, etc. Le fait de développer sa confiance, la confiance linguistique de l'apprenant pour comprendre et pour s'exprimer. La question qui se pose ici, est-ce qu'on donne, en tant qu'enseignant, est-ce qu'on donne cette confiance linguistique à nos apprenants? Est-ce qu'on leur donne le temps de s'exprimer? Ou bien, est-ce que nous, comme étant des enseignants, c'est nous qui s'expriment durant toute la leçon, bien, durant toute la séance du français? Alors, ce sont des questions, de grandes questions qu'on doit poser pour analyser notre pratique professionnelle et pour répondre à cette question-là. Vous avez parlé de la segmentation, vous avez parlé de la manière dont on enseigne la langue française. La langue française, est-ce qu'elle permet aux élèves, ces manières-là, ces stratégies-là, est-ce qu'elles permettent aux élèves d'apprendre la langue française? Moi, je vous dis aussi, on pratique vraiment ces stratégies si on améliore notre pratique professionnelle, on est conscient, on porte une pensée réflexive
sur la manière dont on enseigne la langue française, alors là, on pourrait répondre à cette question. Merci à vous. Merci, Monsieur Ali. Merci bien, infiniment. Merci infiniment, Monsieur Ali. Je donne la parole à Khalil. Khalil, vous êtes là? Sinon, je donne la parole à Monsieur Abdil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Merci infiniment aux organisateurs. Merci, monsieur l'inspecteur. Alors, si vous me permettez, moi, j'ai une petite question. Mais je ne sais pas d'abord, est-ce que je peux interagir quant à une question qui a été déjà posée? Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Je n'ai pas entendu, Monsieur Abdel. Madame l'animatrice, je demande si je peux interagir sur d'autres questions avant de poser la mienne. Oui, oui, on est tous là pour construire nos connaissances. D'accord, d'accord. Merci infiniment. C'était juste quant à la question de la différenciation, parce que pour moi, comment je conçois la différenciation, ce n'est pas un moment d'apprentissage, ce n'est pas une étape, mais c'est plutôt une méthode. Donc, si j'intègre la différenciation comme méthode dans mon enseignement, je vais vous donner un petit exemple. Chaque leçon que vous travaillez, chaque concept que vous travaillez, vous avez des activités, vous avez des exercices. Au lieu de préparer un exercice, vous préparez 3 exercices avec des niveaux de difficulté différents. Et ça va vous permettre de cibler par exemple, trois niveaux dans votre classe. Ceux qui sont, par exemple, il y a le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Les brillants, bien sûr, ils vont arriver au troisième niveau. Les moins bons au deuxième niveau. Et les faibles, par exemple, ils vont quand même arriver à, je dirais, à achever la première activité ou l'activité du premier niveau. C'est juste quant à la question de la différenciation. Ma question. Merci, Monsieur Abdil. Alors, voilà une autre manière d'agir autrement la différenciation. Merci à vous. Je vous en prie. Et juste une petite question, si vous me permettez. Oui. Alors, ma question, c'était parce que tout à l'heure, vous avez parlé des 4, soi-disant, des 4 macro-compétences, à savoir la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'oral et la production de l'écrit. Ma question est la suivante. Je ne sais pas d'ailleurs la pratique quotidienne, où est-ce qu'il en est, mais c'est surtout sur la compréhension de l'oral. Comment on travaille aujourd'hui au primaire, comment on travaille la réception de l'oral? Est-ce qu'on a des outils dans les classes, à savoir, je ne sais pas, des magnétos, des enregistreurs et ainsi de suite? Est-ce qu'on a ces outils-là pour permettre cette compréhension de l'oral? Et merci infiniment. Merci, Monsieur Abdel. Oui, justement, les enseignants, vous en tant qu'enseignants, vous devez répondre à cette question, à savoir que comment vous travaillez l'oral, les activités orales, la communication et actes de langage, comment vous la travaillez, comment vous la présentez. On a parlé, on a cité 3 moments, 3 grands moments, 3 moments forts de la compréhension de l'oral et de la production de l'oral qui est avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. C'est forcément, il y aura des supports, que ce soit iconique, visuel, audiovisuel, etc., pour des mimiques, des gestuels, etc. S'il vous plaît, si vous permettez, essayez de désactiver vos micros. Ça gêne un petit peu la production de l'oral de ma part. Alors, je tourne vers nos moutons. Bien. Maintenant, on a parlé du support. Si on n'a pas de support, et d'ailleurs,
les manuels scolaires maintenant, les nouveaux manuels scolaires et les livrets des élèves ont un kit pédagogique qui contient des audios, des situations de communication, des cantines rythmées et avec de la musique, etc., dont nos enseignants profitent pour présenter leurs leçons, je suppose. Mais est-ce qu'elles ont le matériel nécessaire dans leur classe? Ça, il y a un grand point d'interrogation là-dessus. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, M. Abdil. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, Et je vous Monsieur Ali. remercie. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la première intervention qui a porté sur une autre manière de pratiquer la différenciation dans les classes. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Madame Bouchra Hamdawi. Madame Bouchra. Madame Bouchra. Ouais. Passe. Donc, je passe à Monsieur Mustafa. Oui, d'accord. Donc, je reviens pour une nouvelle fois. Comme feedback pour M. Abdel, on n'a pas de problème pour élaborer ou à élaborer des activités relatives à la différenciation ou des problèmes avec la méthodologie de pratiquer la différenciation pédagogique au sein de notre classe. Mais le problème, moi j'ai posé le problème, la question avec le quand, ça veut dire le moment de la pratiquer. Est-ce lors des séances normales de construction des notions et des concepts, ou bien on laisse les difficultés s'accumuler jusqu'à la 5e semaine, ou bien pour la semaine d'évaluation et de soutien qui viendra, ou le soutien qui viendra après le premier semestre ou le deuxième semestre. Si on laisse les difficultés s'accumuler, donc on ne va pas aboutir à édifier les objectifs ou arriver à construire les notions. Moi, j'ai le problème avec le quand, le moment de la pratiquer, de pratiquer cette différenciation, et surtout, on a un programme que l'on doit bien sûr achever. C'est le problème avec le moment, c'est tout. Et Oui, je vous remercie infiniment. merci, M. Mustafa, c'est clair, c'est clair. Et vous aurez, Inch'Allah, peut-être, vous aurez cette question dans le concours d'accès au centre d'inspection. Et vous êtes censé pratiquer la différenciation dans tous les moments, à savoir avant de commencer votre leçon, pendant votre leçon et après votre leçon. Vous êtes censé pratiquer la différenciation en suivant les caractéristiques, en adoptant et en se servant des activités adéquates à chaque groupe de besoins dans votre classe. Merci à vous. Merci infiniment, monsieur. Maintenant, Monsieur Abdallah, ou bien Madame Liamani Wafa.